j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La surface, la frappe, et le but, quel retour exceptionnel! Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes ensemble pour passer en revue les faits saillants ayant marqué l'année qui vient de s'achever. 2021 vient de passer le flambeau à 2022, laissant derrière elle des faits et des événements malheureux tout comme heureux. Ce regard rétrospectif se fera donc en deux parties et la première page s'ouvre aujourd'hui sur 5 rubriques, à savoir la politique, la sécurité, le social, les infrastructures et la culture. Et autour de moi, je ne serai pas seule sur ce plateau, autour de moi des éminents confrères qui ont suivi de près l'actualité. Nous allons en parler ensemble. Bienvenue à ce programme rétrospectif préparé par la direction des Infos TV de la Radio-Télévision nationale congolaise. On se retrouve après ceci. Merci d'être avec nous et avec moi ici sur ce plateau. À mon extrême gauche, nous avons Mamie Ilela, notre chroniqueuse maison. Bonjour Mamie, bienvenue. Merci Bobette et Ngalisapa, merci de me recevoir et bonne année. Merci bien. Et à sa droite, nous avons Eddy Tchala qui a parlé, qui a commenté l'actualité politique. Bienvenue Eddy. Merci, bienvenue à Bobette Yenga, bienvenue à nos téléspectateurs qui vont avec nous suivre le résumé des quelques faits saillants qui ont marqué cette année 2021. Merci bien. Et à mon extrême droite, nous avons Eurydice Kitutu qui va aborder les questions des infrastructures. Bienvenue, bébé Kitutu. Bienvenue, merci. Merci à vous également de nous recevoir chez vous. Merci. Et enfin, à ma droite, j'ai Joseph Oscar Mbalkaïch qui va parler de la sécurité parce qu'il a été au front. Bienvenue, Oscar Mbal. Merci, Bobette et Yenga. Beaucoup d'événements, vous l'avez dit, aussi bien heureux que malheureux. Nous allons donc décortiquer les faits saillants de l'actualité sur le plan sécuritaire à travers le pays. Voilà, merci. Après avoir passé ce tour de table, nous allons démarrer par la rubrique politique. En 2021, les lignes ont beaucoup bougé. Suivons d'abord ce résumé proposé par Eddy Tchala. La République démocratique du Congo a connu un début d'année des plus agités de son histoire. Un informateur est nommé à la veille de 2021. Il s'agit de Bahati Lukwebo, qui est sénateur. Il entreprend des consultations qui dominent tout le mois de janvier. Lorsqu'il rend son rapport le 28 janvier au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, l'architecture politique congolaise paraît totalement lézardée. 391 députés ont créé une nouvelle majorité. Une union sacrée est née. Dans les douleurs d'enfantement, l'union sacrée ravage tout sur son passage. Au Sénat, le président Alexis Thambwe Mwamba convoque une session extraordinaire qu'il tente de clôturer juste après son ouverture. Les choses se passent autrement. Il perd le contrôle, la majorité l'ayant porté au perchoir s'étant effritée. Il est contraint à la démission, il tente de résister et finalement se convainc de l'évidence. L'administration s'en mêle, un bureau d'âge est mis en place et dirigé par le doyen des sénateurs, Mambo Léo. Le Premier ministre chef du gouvernement Ilunga Ilunkamba Sylvestre a perdu toute la confiance du chef de l'État et sa majorité a volé à éclat. Mais il est l'encre qui soutient encore le bateau Tangan du Fonds commun pour le Congo, dont nombreux de passagers ont vidé le bord. Il observe perplexe la situation depuis ses bureaux de l'hôtel du gouvernement. Démissionnera pas, l'épisode tient aussi le pays en haleine en ce premier trimestre de 2021. On l'a attendu à l'Assemblée nationale, il est allé à Lubumbashi voir l'autorité morale. Pas très disposé à attendre longtemps, l'Union sacrée passe à l'offensive.
une motion de déchéance est déclenchée contre lui. En réponse, il allègue que le bureau provisoire encore à l'Assemblée nationale n'en a pas le pouvoir ni la qualité. Très mobilisé, l'Union sacrée fait tomber un après l'autre les chefs des institutions sorties de la coalition FCC Cash. À l'Assemblée nationale, le bureau d'âge assure les affaires courantes depuis la fin de l'année dernière. Les élections s'organisent, les tickets de l'Union sacrée passent comme une lettre à la poste, le bureau Mbosoko Diapwanga prend sans surprise les rênes du pouvoir à la chambre basse du Parlement et celui de Modeste Bahati Lukwebo s'installe confortablement à la chambre haute. La période tumultueuse de FCC Cash est ainsi close. Sur ces entrefaites, Jean-Michel Sama Lukonde arrive. Il est nommé par le chef de l'État en remplacement du vieux Premier ministre. La jeunesse préférée à l'expérience. Après 2 mois de consultation des forces politiques de la nouvelle majorité et de la société civile, le gouvernement de Warrior est mis en place. La taille de celui-ci et la représentativité des femmes étaient encore des challenges. La population congolaise étant fatiguée des gouvernements éléphantesques. Celui de Sama Lukonde n'est pas sorti de l'ornière avec ses 57 membres. Il a eu tout le mal à assouvir l'appétit toujours glouton des politiques. La question des prochaines élections est déjà dans toutes les têtes, mais la loi sur la Commission électorale nationale indépendante CENI divisait encore. Il existait pourtant une proposition de loi sur la Commission électorale nationale indépendante de l'honorable Christophe Lutundula, qui servirait de texte martyr. Certains soutiennent la dépolitisation totale de la CENI, certains autres relativisent. Corneille Nangaa, président du bureau sortant, attend depuis longtemps la mise sur pied des nouveaux leaderships de la CENI. La loi confie la responsabilité de la désignation du président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante aux confessions religieuses. On avait à tort attribué les atermoiements aux politiques. Les suspicions, la méfiance et même la calomnie ont élu étrangement domicile chez les hommes d'église, mosquées comprises. Le choix préliminaire se déroule sans anicroche. Le round final pose problème. Le consensus est introuvable. Les hommes des dieux signent même un PV qui constate l'absence du consensus. Commence alors une série de rencontres interminables pour essayer de concilier les vues. La pomme des discordes, Denis Kadima. De confession religieuse lui reproche d'être proche du président de la République. 6 pensent que ce sont des allégations sans fondement et passent au vote. Le président de l'Assemblée nationale tente en vain de rapprocher les imams, évêques, bishops, prophètes et pasteurs. Il accorde échéance après échéance, toujours pas de consensus. Finalement, une commission mixte paritaire est mise en place à l'Assemblée nationale. Là encore, problème. La majorité siège, l'opposition attend les consensus impossibles des religieux. Le temps presse et 2023, c'est l'un de ces 4 matins. L'Assemblée nationale entérine Denis Kadima comme président de la Commission électorale nationale indépendante et le tollé des opposants ne se fait pas attendre, mais il croyait encore que le président de la République va de nouveau recaler Denis Kadima, comme il l'a fait l'année d'avant avec Ronsa Malonda. Des marches s'organisent par la Mouka qui dit répondre à l'appel des pères spirituels. Le Front commun pour le Congo resté fidèle à Joseph Kabila s'est joint à la contestation. Le FCC n'a toujours pas désigné ses représentants au bureau et plénière de la CENI pour le compte de l'opposition. Cette nomination de Denis Kadima crée des vagues même dans l'Union sacrée. Moïse Katumbi estime que la ligne rouge est franchie. Il va entamer des consultations pour se déterminer. Il est arrivé à Kinshasa et reparti sans grande annonce. Comme en politique, les alliances se font et se défont. Le rapprochement entre Alamuka et FCC se profile à l'horizon. Mais le passé des uns et des autres est très éloquent pour un rapprochement amical. Une toute autre actualité ayant dominé l'année 2021 reste la loi d'Iktiani. Elle préconise l'exclusivité des candidatures à la présidence de la République aux seuls Congolais nés de père et de mère. L'honorable Ntsingi Pouloulou a endossé la proposition de loi et l'a déposée au bureau de l'Assemblée nationale. Les soutiens de Katumbi ont vu dans cela une provocation et ont crié sur tous les toits. C'est une discrimination orientée, pense-t-il, alors que les autres leur rétorquent que tout critérium est discriminatoire. En attendant, la proposition de la fameuse loi est mise au placard. Les dissensions internes au FCC ont aussi défrayé la chronique. Un candidat progressiste affronte celui des séides. Il faut avancer, disent les premiers, alors que les seconds se radicalisent. Beaucoup de changements en 2021 et les Warriors ont pris le règne du pouvoir. Oscar Mbalkaïch, quelle lecture faites-vous de ce résumé? Vous savez, il y a eu beaucoup de faits, d'événements qui sont déroulés en 2021. Et ce qui m'a beaucoup le plus touché, c'est justement les tractations qu'il y a eu autour de la désignation, de l'entérinement
de la candidature de Denis Kadima à la tête de la commission électorale nationale. C'était très chaud, très chaud, parce que les confessions religieuses n'ont pas pu se mettre d'accord. Ils sont désolidarisés. Il y a eu les groupes de 6, les groupes de 2, et finalement, Denis Kadima est là. Le kimbanguiste. Le kimbanguiste, voilà. Il est là, il conduit aux destinées de la CENI pour les élections de 2023. Futur. Voilà, donc Denis Kadima a vraiment du pain sur la planche pour organiser les prochaines élections. Edith Chala. Bien sûr, l'année a été quand même mouvementée, il faut le dire. Nous fêtons 2021 avec un informateur, ce qui n'avait pas été fait au début de la législature, au début de la mandature du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il commence les tractations, il rencontre les gens. C'est toujours difficile en pareille circonstance et on ne sait même pas si la majorité avait changé de camp en ce moment-là. C'est au jour où il dépose son rapport qu'on constate que 391 députés ont carrément basculé pour créer une nouvelle majorité. C'est l'union sacrée. L'union sacrée, bien entendu. Alors voilà que le paysage politique change complètement. Alors, on attend voir ce qui va se passer après. Sama Lukonde arrive dans l'entretemps. Le président le nomme comme Premier ministre. Lui aussi commence, à faire des consultations. Comme les Congolais savent bien le faire, il a pris le temps qu'il fallait pour former ce noyau-là, le gouvernement de Warrior, pour la RTNC a été mobilisée plus d'une fois, attendant que le gouvernement sorte. S'il ne sortait toujours pas, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps. Oui, il faut respecter le quota des femmes, mais il faudra de nouvelles figures. Mais disons que la politique est faite par les politiciens qui sont là tout le temps. Alors, leur demander de se mettre de côté pour prendre de nouvelles personnes, c'était donc très difficile. Très difficile, Eddy. Alors, est-ce que nous sommes encore à l'abri d'un nouveau rebondissement de ce genre? Non, mais bon, disons que la politique, elle est très, très dynamique. On ne peut pas dire que ce rebondissement est le dernier, parce qu'on ne l'avait jamais vu venir quand la mandature ou la législature a commencé. On n'avait jamais imaginé un tel scénario. Et alors, ça nous met dans les circonstances telles que nous laissons l'avenir venir, bien entendu, avec ses aléas. Nous allons le constater. Mais nous pensons que pour l'instant, on constate une certaine consolidation de l'union sacrée. Mais en tout cas, l'année qui arrive sur le plan politique va certainement nous offrir beaucoup d'autres nouveautés, parce que c'est une année préélectorale. Il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de surprises et des alliances qui vont se défaire certainement, et d'autres qui vont se faire. Voilà, merci beaucoup pour cette rubrique politique. Merci Eddy d'avoir produit ce travail. Alors nous allons passer à la sécurité. Qu'est-ce qu'on a vécu pendant l'année 2021 sur le plan sécuritaire? Suivons d'abord ce résumé proposé par Joseph Oscar Malkaïch. Depuis plus de 20 ans, la partie est de la RDC constitue le ventre mou de la République démocratique du Congo. L'insécurité prend des allures inquiétantes. Les habitants du Nord Kivu et de l'Ituri n'ont pas fini de compter de morts dus à la barbarie des groupes armés locaux et étrangers. En mai 2021, le président de la République, commandant suprême des forces armées, proclamait l'état de siège pour conjurer cette insécurité. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Deux gouverneurs militaires sont nommés par ordonnance présidentielle. Le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama prenait les commandes de la province de l'Ituri, tandis que le lieutenant-général Constant Ndima Pomba présidait aux destinées de la province du Nord Kivu. Mise en place terminée, remise reprise effectuée avec l'administration civile, les travaux pouvaient désormais commencer. À Ituri, l'armée loyaliste fait toujours face aux groupes armés locaux, les Codeco, FPIC, Chinyamulima
et aux groupes armés étrangers, les EDF. Ces rebelles ougandais sont installés dans les massifs de Rwenzori avec des visées expansionnistes dans la région. La puissance des feux des FARDC a permis la reconquête des agglomérations jadis occupées par ces groupes armés. Plusieurs membres de ces groupes armés locaux et étrangers ont été capturés dans les territoires de Djougou, Mambasa et Irumu. Près de 700 miliciens et leurs complices ont été arrêtés depuis la mise en œuvre de l'état de siège, ce dans la province de l'Ituri, et plusieurs effets militaires, armes et munitions récupérés. Et par voie de conséquence, la capacité de nuisance de ces miliciens a été sensiblement réduite. Même tableau dans la province voisine du Nord Kivu. En dépit de l'activisme des rebelles ougandais, les EDF, Forces démocratiques et alliées en sigle, les forces armées de la République démocratique du Congo poursuivent la traque de ces groupes armés qui endeuillent plus d'une famille à Beni et ses environs. Face à la montée en puissance des FARDC dans la région, plusieurs rebelles et miliciens ont été arrêtés au sol et présentés à la presse. D'autres se sont carrément rendus aux forces armées de la République démocratique du Congo, confiées au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation pour leur intégration sociale. La collaboration avec la population locale a été sollicitée pour mettre fin à ce cycle infernal de l'insécurité qui a coûté la vie à des milliers de personnes, civiles et militaires. Sur un autre chapitre, l'opération Kuluna, menée conjointement par la police nationale congolaise et les FARDC, a permis aux forces de sécurité de mettre la main sur plus de 3000 inciviques organisés en bandes et écuries, communément appelées Kuluna. Ces jeunes gens, pour la plupart, semaient l'insécurité et la désolation parmi la population. Il fallait à tout prix débarrasser Kinshasa de ces hors-la-loi. Il faut arrêter. Cette association de malfaiteurs était présentée aux autorités de la ville de Kinshasa avant d'être acheminée au centre pilote Mzee Laurent Désiré Kabila du service national à Kanyama-Kasese. Nous sommes dans la province du Olomami. Ils sont soumis sur place à une reconversion mentale par une éducation à la citoyenneté. L'objectif, c'est de faire de cette frange de la population des bâtisseurs de la nation. Ils apprennent un métier pour être utiles à la société. Les uns sont faits maçons, les autres menuisiers, d'autres chauffeurs mécaniciens, d'autres encore des meuniers ou agriculteurs. Cet esprit managérial a permis au service national, grâce à sa production de centaines de milliers de tonnes de maïs blanc et jaune du centre de Lovo au Congo central et de Kanyama-Kasese dans la province du Olomami, d'approvisionner Kinshasa et quelques provinces de la RDC en cette denrée rare. Et dans le cadre de la mutualisation des forces entre la RDC et l'Ouganda, le général d'armée Célestin Mbala Moussensé a effectué le déplacement vers le Rwanda et l'Ouganda pour un entretien avec les chefs d'état-major généraux de ces deux pays. C'est ce qui explique la visite officielle du ministre de la Défense de l'Ouganda dans la province de l'Ituri. À Bunia, il a été reçu par les gouverneurs militaires, le lieutenant-général Johnny Luboya Nkashama, pour peaufiner des stratégies afin de mettre en déroute les rebelles ougandais, les EDF, ainsi que les groupes armés locaux, Codeco et FPIC Chinyamulima.
Beaucoup d'événements sur le plan sécuritaire, deux gouverneurs militaires à la tête de deux provinces, à savoir l'Ituri et le Nord Kivu. Alors, l'état des sièges décrété dans ces deux provinces, Oscar Mbal, que peut-on retenir des résultats de cette décision du chef de l'État? Ce qui est vrai, Bobet et Enga, les Congolais sont friands des résultats, dans ce sens que c'est depuis plus de 20 ans que l'insécurité sévit dans la partie orientale de la RDC. D'ailleurs, c'est le ventre mou de... C'est le ventre mou parce qu'il y a beaucoup de morts, Pas plus tard que le 25 décembre, il y a eu un attentat à la bombe dans la ville de Béni, les jours de la fête de la Nativité. Et beaucoup de résultats sont là parce que des EDF, ceux-là qui ne se sont pas rendus, ont été tués grâce justement à la mutualisation, des forces entre les FARDC et l'UPDF, donc l'armée ougandaise. Les fruits sont là, les bastions ennemis sont en train d'être pilonnés, sont en train d'être bombardés par justement les hélicoptères de combat. Et nous voyons même la montée en puissance de nos forces armées. Donc l'ennemi est en débandade, c'est la désillusion dans les camps de l'ennemi. Et les FARDC sont déterminés à poursuivre avec cette traque jusqu'au dernier retranchement. Et je pense que le gouvernement de la République, les chefs de l'État, est déterminé à pacifier la partie est de la RDC, notamment la région de Béni, ainsi que la province de l'Ituri. Effectivement, la pacification de cette région et la sécurisation de cette région, c'était d'ailleurs peut-être le motif de cet état de siège décrété dans cette partie du pays. Un ajout par rapport à ça? Oui, certainement. L'arrivée d'abord des gouverneurs militaires dans ces deux provinces a permis un changement d'approche. Et je crois qu'avec ces deux généraux des forces armées de la République démocratique du Congo, la dissuasion a fait en sorte que certains enfants égarés de la République démocratique du Congo puissent revenir à la maison. Mais sur le plan sécuritaire, en tout cas, il faudrait donc un peu plus de temps, j'imagine, pour 20 ans de désordre dans cette partie qui géographiquement est assez difficile d'accès. Il faudrait donc beaucoup de temps, beaucoup de renseignements militaires, beaucoup de patience pour permettre aux forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il faut le dire, sont en train de faire preuve d'une ténacité qui certainement contente le président de la République, mais aussi le peuple de la République démocratique du Congo. En dehors de cette partie que Oscar a bien maîtrisée pour y avoir été plusieurs fois. Il était au front d'ailleurs. Dans le cadre de cet état de siège. Je voudrais quand même dire quelque chose sur la sécurité sur les villes. Sur les villes, avec la question de Koulouna, apparemment, la situation a beaucoup évolué. Un moment, à Kinshasa spécifiquement, alors que ces banditismes urbains se constatent à travers l'ensemble du pays. Et à Kinshasa, c'est quelques communes qui ont connu cette razzia de la police qui a pris quelques Koulouna, mais sur d'autres communes, il y a encore une main d'œuvre qui se cache dans ces Koulouna, même si moi je pense que ces Koulouna, pour la plupart, sont victimes de la manière dont la société a été gérée. Et ça se manifeste. Vous voulez dire qu'il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Voilà. Et ce que le général fait à Kanyamaka CC est encouragé. Mais il y a beaucoup d'autres espaces où on attend la main d'œuvre. Oui. On ne peut pas aussi saturer Kanyamaka CC. Et Kanyamaka CC aujourd'hui a reçu 6 vagues. 6 vagues envoyées, des Koulouna envoyées à Kanyamaka CC. D'ailleurs, même dernièrement, j'avais suivi, même le Kwilu avait envoyé ces Koulouna. C'est Koulouna à Kinshasa. À Kinshasa qui attendaient pour être... Ils sont à Kanyamaka, c'est justement tous ces Koulouna. Environ 3000 âmes, n'est-ce pas? Au total. Aujourd'hui, une main d'œuvre. Et qui sont en train d'apprendre justement des métiers, des nouveaux métiers. Parmi maintenant des menuisiers, il y a des maçons et des mécaniciens. Et ce qui m'a plu... et des agriculteurs. Et ce qui m'a plu, Bobet et Enga, c'est un Koulouna déclaré, j'ai fait 1 année sans voler. C'est un exploit. C'est un changement de comportement que Kanyamaka CC a mené par rapport à ces Koulouna qui ont mené la vie dure
à nos compatriotes ici à Kinshasa. Aujourd'hui, on peut même consommer le maïs qui vient de Kanyamakasese, qui est vendu ici aujourd'hui grâce à ce programme. Donc, merci beaucoup et félicitations. Peut-être pour l'année prochaine, comme vient de le dire Eddy, revoir d'autres sites pour diversifier, parce que intensifier ou réunir ces... On peut dupliquer même les modèles de Kanyama. Les réunir en un seul endroit. Voilà, ailleurs, partout, parce que la RDC est trop grande, donc on peut exploiter d'autres sites. Merci beaucoup. Oui, Eurydice. Je voudrais quand même que si Oscar peut mettre l'accent sur le retour de la paix, parce qu'aujourd'hui, dans certains villages ou territoires dans l'est du pays, la paix est revenue, ou la vie est revenue à la normale. Tout à fait, vous avez totalement raison. Parce que c'est l'essence même, parce que c'est un gouvernement de warriors, justement, et puis des autorités provinciales militaires, un gouverneur militaire, son adjoint c'est un policier. Chaque fois qu'un territoire, une agglomération est libérée des mains des groupes armés, n'est-ce pas, on envoie les autorités policières, n'est-ce pas, le commandant de la police pour installer les unités là-bas et rassurer la population que c'est fini, c'est une contrée pacifiée et que la vue peut reprendre. D'ailleurs, dans ce sens-là, j'ai vu le gouverneur, le lieutenant général Johnny Lugoya de Lituri, envoyer des camions Djeffang pour aller récupérer la population qui avait fui en brousse, pour dire que les FARDC sont là, à vos côtés, pour les sécuriser, que vous serez sécurisés. Et je pense que ce sont des efforts à encourager, parce que le chef de l'État, vraiment, il a dit, lorsqu'il a décrété l'état de siège dans les deux provinces, vraiment, s'il faut pactiser, même avec le diable, il faut le faire pour que la paix puisse revenir. Et les cas aujourd'hui, il y a la mutualisation. Les Ougandais sont entrés en danse. Peut-être dans les prochains jours, les Rwandais viendront aussi. Mais l'essentiel, c'est que la paix, parce que ce sont des questions qui sont transversales qui touchent les trois pays, la région en fait. Les terroristes ont fait éclater des bombes en Ouganda. Maintenant, ils l'ont fait à Beni. À qui les prochains? On ne sait pas. Alors, on doit mutualiser les efforts, parce que tous les trois pays, le Rwanda, l'Ouganda, la RDC, même le Burundi, ils ont pratiquement les mêmes problèmes transfrontaliers. Tout à fait. Merci beaucoup, Joseph Oscar Mbal, pour ce résumé. Et la sécurité entraîne aussi le bien-être social. Et qu'est-ce qu'on peut retenir des activités qui ont marqué l'année sur le plan social? Suivons ce résumé. On se souvient certes de ces images chaotiques. Elles ont fait la une de l'actualité au monde en 2021. L'éruption volcanique surprise de Nyiragongo qui a bouleversé soudain la vie et les habitudes à Goma dans le Nord Kivu. Que des personnes déplacées pour les agglomérations environnantes comme Sake et Kibumba. Que des dégâts matériels immenses. Que des difficultés d'accès à l'eau potable et à l'électricité, bref, que des pleurs et des larmes aux yeux. Un appel à la solidarité a fait mouche. Les sinistrés ont été d'assistance morale et matérielle. Des aides humanitaires faisaient l'élan de la générosité. ONG, gouvernements, partenaires et société civile s'étaient mobilisés pour recréer le souffle humain perdu. Reste aujourd'hui à l'Observatoire volcanique de Goma d'assurer son rôle de suivi. La merde sociale en 2021, c'est aussi la pollution de la rivière Kasaï. Des déchets toxiques déversés en amont par une société minière angolaise n'ont pas été tendres aux vies humaines. Le bilan fait état de 12 morts et plusieurs cas des personnes frappées par la diarrhée, l'éruption cutanée et la destruction de la faune, ayant pour conséquence la baisse des activités productrices de la population. Une mission gouvernementale a été vite déplacée dans la province du Kasaï avec 40 tonnes de médicaments pour subvenir aux besoins des malades. Les mouvements sociaux n'étaient pas en reste. Les couches socio-professionnelles des médecins, d'enseignants, des médias comme la RTNC, des transporteurs,
des chauffeurs de transport en commun ont défrayé la chronique avec la grève sur les revendications sociales. À cette cohorte de crise sociale s'est ajoutée une série de décisions sur les arrêts des enseignements, des bars, des terrasses et restaurants, des fêtes et funérailles à grande échelle. L'éducation en a souffert fortement. Pire encore, la gratuité de l'enseignement en a ressenti les effets néfastes qui exigeaient une cure d'appareillement et d'harmonisation de vues entre le gouvernement et le banc syndical des enseignants. Le point d'achoppement consistait au paiement du deuxième palier de barème de Mboudi et des primes ainsi qu'à la régularisation de la situation des nouvelles unités et des impayés. Les fonctionnaires se sont contentés plutôt de la mécanisation de près de 21 000 nouvelles unités, pendant que la réforme a facilité le démantèlement de plusieurs agents fictifs et doublant sur l'effectif des fonctionnaires et agents de l'État. 2021 marque également l'organisation des États généraux sectoriaux au ministère de l'Agriculture, de l'Énergie, de l'Enseignement supérieur et universitaire. Il ressort des États généraux de l'ESU des mesures de la fermeture des facultés de médecine de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire. La réception d'un lot de vaccins contre la pandémie de Covid-19, soit 1,7 million de doses d'AstraZeneca, montre la volonté et l'adhésion de la RDC dans le combat contre la pandémie meurtrière de Covid-19 en matière de santé. De sorte que le deuxième lot disponibilisait 250 000 doses de Moderna avant l'acquisition du troisième lot de 250 000 doses de Pfizer, en dépit du faible taux de couverture vaccinale de la population, soit 1%. Le transport en commun a connu un petit soulagement. La société Transco a été dotée de 300 nouveaux bus, dont 10 remis à la province du Haut-Ouélé complètement enclavé. Dans le même ordre d'idées, le gouvernement s'est lancé dans un programme de développement de 145 entités territoriales de base dans son action au profit du Congo profond. Kenge dans le Kwango et Kimpese dans le Congo central en sont ainsi les premiers bénéficiaires. L'objectif est d'améliorer les infrastructures sociales de base, à savoir les routes de desserte agricole, l'accès à l'eau potable et à l'électricité dans l'arrière-pays. Ce programme est relayé par le projet Revit, dit Repensons à nos villages, villes et territoires. Eurydice Kitutu, après avoir suivi ce résumé, nous confirmons la volonté du gouvernement. Le gouvernement affiche cette volonté de lutte contre la Covid-19, mais comme nous l'avons suivi, 1% des personnes vaccinées. Comment amorcer la communication pour ceux qui hésitent encore? La communication vraiment en ce qui concerne la sensibilisation à la pandémie est très importante. Donc il faudrait peut-être avoir d'autres stratégies, peut-être faire du porte-à-porte. Parce qu'aujourd'hui, je prends par exemple la population quinoise hésite encore pour aller se faire vacciner. Beaucoup. Le taux est faible. Très faible même. Moi, je me dirais que tu en parles, par exemple, moi, je me suis fait vacciner. Moi, j'ai mes 2 doses. Tu as eu quoi? Moderna. Et déjà, le fait que la vaccination, même le test, est gratuit, mais tu vois que les gens hésitent pour aller se faire dépister ou se faire vacciner. Moi, je crois qu'il faudrait que des personnels de la santé publique puissent faire du porte-à-porte pour expliquer pourquoi d'abord se faire vacciner et l'importance de la vaccination. Oui. Parce qu'aujourd'hui, on a des mesures barrières, mais qui ne sont toujours pas respectées. On voit lors des funérailles, et des fêtes continuent. Des funérailles, des fêtes, pas plus de 50 personnes, mais il y a plus rien n'est respecté. Rien n'est respecté. Donc, il faudrait vraiment des stratégies, que le programme élargi des vaccinations
doit mettre en place. Effectivement, le Moi, PEV. je me rappelle à l'époque de l'éradication de la poliomyélite, quand la porte a été utilisée. Et je peux dire même que les personnes qui étaient à la tête de cette organisation connaissaient le nombre d'enfants de moins de 5 ans se trouvant sur chaque quartier de l'avenue. Donc tout peut se faire. Peut-être l'accompagnement pour cette sensibilisation n'arrive pas et ça cause des problèmes que ça cause, problèmes de communication. Accompagnement, ça veut dire de l'argent. Même les moyens. Où il y a des enfants vaccinés. On note déjà il y a des marques dans déjà, les barrières. C'est marqué. Dans les portes. Voilà, ici, il y a 5 enfants, donc 3 enfants sont vaccinés. À l'époque, en âge de vacciner. on avait le ministre, c'était Macha Komamba, avec notre confrère Crispin Kazadi Makofi, qui était dans la cellule de communication. Je me rappelle avoir effectué une mission à Zongo, dans le Congo central, et ça a coïncidé avec cette autre prise de vaccin contre la poliomyélite, mais l'engouement était total, on n'a pas eu à faire venir les gens. L'information, le message était passé. Un autre élément que moi j'ai retenu dans cet aspect social, c'est la grève. En fait, on a failli avoir une année blanche. Oui, mais avant d'aborder la grève, moi, je voulais qu'on puisse parler plutôt d'Omicron, ce nouveau variant qui a endeuillé aujourd'hui aussi. Qui n'a pas les mêmes symptômes que... On parlait d'une... les troubles les fêtes en cette période. Effectivement, aujourd'hui, vous savez, la fièvre, la grippe influenza qui a attaqué les Quinois pendant la grippe saisonnière. C'est l'Omicron, c'est la grippe. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut prendre le vaccin pour la grippe ou c'est parce que c'est l'Omicron? Alors, on ne se retrouve pas vraiment dans ces variants-là. Évidemment, on s'est dit, nous, avec notre soleil, c'est pas vraiment l'ordre du jour, mais il y a des impératifs qui font qu'il faut absolument avoir ce vaccin-là parce que le mal est là. Oui. Le mal ronge, on en parle. Il faut ici, prévenir. On attend quelqu'un qui arrive de l'Europe, qui descend ici, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a même peur, mais qu'est-ce qui se passe ici? On ne parle pas de cette... Ça n'existe pas ici ou quoi? Or, le mal est là. Le mal ronge, le mal tue. Mais comme maintenant, il y a cette grippe aussi qui crée la confusion. Ce qui est pire, cette confusion. Oui, ce qui est pire, c'est que quand vous allez en province, c'est plus que Kinshasa. Les gens ne portent plus de masque. L'indifférence totale face à la Covid-19. Je ne vais pas citer une province ici par rapport à une autre, mais ce qui est vrai, il y a un grand relâchement dans les provinces, dans les grandes villes comme Kinshasa, où vous voyez quand même des gens mettre un peu de masque. Ça me rappelle un spot réalisé à l'époque avec Nikwanga Nzala et Maboke à propos du sida. Il se rend compte, il dit, mais Nikwanga Nzala, et quelque part, aujourd'hui, ceux qui vont à l'intérieur, ceux qui sont à l'intérieur, qui ont le sida, c'est Kinshasa qui amène l'histoire là de corona. Eux là-bas, ils n'ont pas ça. Et pourtant, ça tue. Mais tu allais aborder le secteur éducation. C'était chaud, on a loupé. C'était chaud avec le ministre Tony Mwamba Kazadi. Waouh. Les revendications, finalement. Les grèves. La date butoir prévue pour la rentrée scolaire est passée. N'a pas été respectée. C'était toujours la revendication. Mais la question que moi je me pose toujours, pourquoi ces revendications reviennent à la rentrée? Non, ça revient à toutes les rentrées. Justement. Il faut faire à la rentrée. Il faut faire la pression justement à l'autorité. C'est que l'autorité réagisse vite. Et ça a été le cas apparemment. Oui, puisqu'il y a eu la rentrée scolaire. Il y a eu une rentrée d'ailleurs qui était tardive parce que à cause des effets corollaires du corona. Oui, qui a réuni. Et finalement, on a obtenu des résultats et même le Premier ministre était passé par là pour encourager ceux qui étaient réunis là-bas. J'espère qu'à la prochaine rentrée scolaire, on ne va pas vivre une autre grève, toujours en train de revendiquer, ou bien c'est fini. Donc, il faut que les dispositions puissent être prises avant la rentrée. Mais pendant les périodes des vacances, le gouvernement peut rencontrer les bancs syndicales et tout pour aménager le dialogue doit être les permanent. choses. Le dialogue permanent, justement. Mais il y a aussi la pandémie. Tant que la pandémie sera là aussi, mais le calendrier scolaire sera aussi aménagé chaque fois. Parce que j'ai vu, en fait, il y a avant les vacances de Noël, le calendrier aussi a été légèrement réaménagé parce que dans certaines écoles, ils ont connu des cas de Covid dans certaines classes où 2-3 élèves étaient... Mais à l'enseignement supérieur, la rentrée académique n'a pas encore eu lieu là.
Oui, officiel, pas encore. Jusque-là. Officiellement, toujours dû à cette pandémie, etc. Mais pour l'enseignement supérieur et universitaire, il y a eu ce couac-là. Les étudiants en médecine des instituts supérieurs qui ont été effacés ou non, pas effacés, invalidés dans les filières médecine ont été fermées pour non-viabilité. Oui, leur sort aujourd'hui, c'est comment? Les dispositions ont été prises. Ces universités-là n'inscrivent plus les étudiants. Mais ceux qui étaient déjà en cours. Ils vont dans les universités où les facultés de médecine sont reconnues, autorisées à fonctionner. Encore faudra-t-il qu'il y ait des places pour eux, parce que ce sont des promotions montantes. Le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire a diligenté une enquête de viabilité des instituts et universités. Cela a permis d'avoir une cartographie, mais aussi le niveau et les capacités de chaque université. Quand il arrive à cette conclusion, je crois que ces éléments qui exigent aux étudiants qui étaient en médecine dans les universités dont les filières sont fermées, les éléments ont été effectivement analysés pour une orientation et la sécurité de ces étudiants. On ne peut pas prendre une décision qui impacte sur la vie des étudiants sans que des mesures palliatives ne soient prévues par l'autorité. L'option avait déjà été levée par le MIC. Vous avez dit qu'il y avait une commission d'enquête, n'est-ce pas, qui a analysé la viabilité des établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Il a été décidé que pour les universités ou les instituts supérieurs dont la filière médecine n'est pas viable, les étudiants seront reversés dans d'autres universités qui organisent la faculté de médecine et qui ont même des laboratoires et qui ont des équipements qu'il faut pour encadrer ces étudiants. Mais il faut augmenter leur capacité d'accueil. Ça, c'est un problème sérieux. Avec l'enseignement supérieur, ce qui s'est passé en tout dernier, les nominations dans les... Et finalement, le Premier ministre décide... Le sursoir, oui. Qu'est-ce qui se passe là? Je crois que c'est des questions certainement de des procédures, certainement. Les états généraux se sont tenus à Lubumbashi. Les grandes décisions ont été prises là-bas et maintenant l'exécution de ces 300 recommandations sont sorties de ces états généraux et pratiquement validées par le Conseil des ministres, parce que les ministres les a amenés au Conseil des ministres pour les présenter. Il allait certainement y avoir un chambardement ou un chamboulement au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Il y a des nominations certainement. Je crois que ça procède de ces recommandations des états généraux. Il y a eu peut-être de quoi, je crois, je n'entre pas dans non, pas peut-être, il y a eu de quoi. Certainement, je n'affirme rien, mais sinon, le Premier ministre a demandé qu'on surseille ces nominations, attendant voir clair dans ce qui s'est passé et tout ça. Et l'année prochaine, l'année académique va commencer. Il faudrait absolument commencer avec le LMD. Peut-être un éclairage est dit. Il a été décidé au niveau du gouvernement qu'aucun ministre ne peut prendre un arrêté s'il n'a pas été débattu au préalable au Conseil des ministres. En principe, c'est comme ça. Mais cela a été débattu. Mais pour les cas d'espèce, à moins que mes sources ne soient pas correctes, fiables, cet arrêté a été pris sans être ministère. Sans passer par le gouvernement. Okay. Pour laquelle il y a eu sa surséance. Sur le plan social, il y a eu quand même cette histoire, ces images qui ont défilé en premier sur le volcan Nyiragongo, et on en parle même aujourd'hui. Il paraît que le volcan est toujours en mouvement, en ébullition, en veilleuse. Et donc l'observatoire volcanologique de Goma doit faire son travail. Il doit jouer il va jouer la tour de garde, il doit veiller pour informer la population. Mais aujourd'hui, on parle maintenant de la situation humanitaire. Que sont devenus les sinistrés aujourd'hui? Et ceux de Goma
et ceux même victimes de la pollution de Kassai. Il y a eu beaucoup de moyens qui ont été mobilisés pour soutenir nos frères de Goma, même à travers nos portables là. Vous faites un petit peu ça là. Il y a eu beaucoup de moyens. Pas, en principe, à l'heure qu'il est, nos frères. Mais mamie, c'est étonnant parce que jusqu'à aujourd'hui, les camps sont toujours là, les camps déplacés. Moi, j'ai couvert un reportage où l'on continue à distribuer des vivres et dans même les camps des sinistrés. Pas plus tard que hier, j'ai suivi. Mais ça ne pouvait pas être autrement. Ces gens-là ont connu des situations difficiles et des situations surprises. Oui, les maisons ont été rasées. Il faudrait reconstruire des maisons. Ils ont tout perdu. Il faudrait les réinstaller socialement. Ce n'est pas encore fait. Ils vivent dans ces camps de fortune où ils sont installés. Il faut leur donner à manger parce que les champs, ils ne peuvent plus faire le champ. Ils sont en difficulté. Donc, il faudrait bien que la coordination... 6 mois après, et tout ça pose le problème dans l'ensemble de la gestion des catastrophes dans la République. Il faudrait bien que le pays dispose des équipes aptes à intervenir chaque fois qu'il y a une catastrophe. Il y a toujours des moments de flottement au tout début de gestion de la catastrophe, alors que ce sont des moments où les bonnes décisions doivent être prises pour que la gestion d'après soit sans beaucoup de difficultés. Et qui dit gestion dit moyens, donc il faut des moyens colossaux à mettre à la disposition de cette équipe pour justement faire face à ce genre de situation. Nous allons passer aux infrastructures parce qu'à Goma, il y a eu destruction des infrastructures et nous allons parler maintenant des infrastructures. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce plan justement, suivant ce résumé de Eurydice Kitutu. Toutes les routes de la République démocratique du Congo nécessitent d'être réhabilitées. En cette année qui s'achève, quelques projets à impact économique, politique et social se sont matérialisés à travers différentes provinces de la République. Il s'agit des projets tels que Tchilé-Gilou, lancé en mars 2021 à Kinshasa sur la route Terre Jaune à Passade dans la commune urbano-rurale de Lantsele. Ce projet consiste en la réhabilitation et modernisation de plus ou moins 140 km des infrastructures routières à travers le pays pour une durée de 28 mois pour ce qui est de la ville-province Kinshasa et 36 mois pour le Grand Kassai. Travaux entièrement financés par l'État congolais avec un coût total estimé à 138 millions de dollars américains. Autant pour la capitale que dans l'espace Grand Kassai, les travaux sont en phase d'exécution. Le désenclavement à l'origine de la rupture des stocks de ciment et le manque d'eau demeurent les difficultés qui influent en mal sur le rythme des travaux. Les axes routiers qui relient la RDC et l'Ouganda vont se libérer de leur état actuel grâce à la décision du gouvernement. Le coup d'envoi de l'opération a été donné récemment à Goma, dans le Nord Kivu. Les principaux enjeux de ce projet routier Kasindi-Beni ne sont autres qu'arriver à assurer la connexion de ces axes routiers qui ouvrira à notre pays la voie à l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien. Le coût total des travaux est d'environ 300 millions de dollars américains. Un autre projet routier a été signé entre le gouvernement et une entreprise chinoise sur l'asphaltage de la route nationale numéro 4 entre Kinshasa et Beni. Si la RN4 subit les travaux d'asphaltage, la RN1 dans son tronçon compris entre Kinshasa et Njili-Bachamba est en pleine réhabilitation. Le projet évalué à près de 70 millions de dollars américains et intègre le volet social qui va couvrir les écoles, des marchés, des dispensaires et des forages dans les différents villages, aussi les études de l'asphaltage entre Mongata et Bandundu. C'est la BAD qui finance les travaux. En juillet, le dernier seau de mouton érigé sur l'avenue de Libération a été inauguré à la grande satisfaction de la population quinoise.
Pour résoudre les problèmes des embouteillages à Kinshasa, le projet Zéro Trou a été lancé. Ce projet fait suite à la volonté du président de la République d'améliorer les conditions des usagers des routes de la capitale. Cette année, l'attention a été aussi accordée aux routes des dessertes agricoles d'une importance capitale. La réhabilitation et la construction de ces routes constituent une priorité du chef de l'État qui tient à la connectivité de certaines parties du territoire ainsi que des centres de production aux centres de consommation. D'autres travaux d'urgence tels que les travaux de lutte anti-érosif, les butimages de plusieurs tronçons sur les routes nationales, la reprise du trafic après plusieurs années sur les routes des escarpements au Nord Kivu, la mise en service du bac Zongo pour assurer les échanges commerciaux entre la RDC et la République centrafricaine, le bac Bondo dans la province orientale et le bac Pelende, sans oublier la réhabilitation des ponts. Le pont Kassai, long de 160 mètres, a été réhabilité une année après son effondrement. Sur la liste, on retiendra également la réhabilitation du pont Lukelenge et le pont Lualaba. Si dans certains coins du pays, le développement des infrastructures traîne à se réaliser, en 2022, le gouvernement compte étendre son champ pour permettre aux autres provinces de rattraper le train de développement des infrastructures. Nous avons vu les réalités, beaucoup de réalités du Congo profond et comme vous le savez, les routes sont un élément capital pour le développement d'un pays. Et voilà, aujourd'hui, nous vivons des embouteillages et même des situations difficiles. Eurydice, vous qui avez suivi ce secteur, qu'en dites-vous? Les infrastructures, ce ne sont pas que des routes? Non, non. Dans les infrastructures, il y a des infrastructures routières. Et puis, il y a d'autres ouvrages, tels que les ponts. Je vais parler même... des aéroports. Des aéroports. Oui, effectivement. On a, mais les principales, ce sont des routes. Alors, nous avons des routes nationales en dehors des routes, enfin, de la voirie urbaine. Et je crois que dans chaque province, il y a des travaux, des grands travaux qui se font. À Kinshasa, dernièrement, on a lancé le projet Zéro Trou. Vous voyez, Bon, je ne sais pas si c'est comme ça que j'ai fait, Bobette. Oui. Chaque fois qu'on lance un projet comme celui-là, Zéro Trou, c'est comme si les trous, on les a invités à se multiplier encore davantage. Avant de lancer le projet, parce qu'avant de dire zéro, voilà, et l'objectif c'était combien de trous à éliminer mensuellement ou trimestriellement ou je sais pas moi annuellement. C'était comment? Ça a été répertorié, raison pour laquelle on a commencé par... On a lancé les travaux, mais là on procède par district. Là maintenant avec... c'est Kinshasa seulement? Kinshasa, pour Kinshasa. Le projet c'est pour Kinshasa. Donc avec les 4 districts, on a commencé par le district de la Lukunga. Et pour bien sûr boucher les trous, il faut commencer par évacuer les canalisations. Les canalisations sont bouchées, raison pour laquelle l'eau stagne. Et l'eau, c'est l'ennemi de la chaussée. Voilà. Quand l'eau stagne sur la chaussée, et ça détruit les routes. Raison pour laquelle, je crois que vous voyez à travers la ville, surtout le district de la Lukunga, il y a des engins de l'OVD. Et maintenant que c'est la saison de pluie, une fois qu'on évacue on vide les canalisations, maintenant il faut attendre. On les entrepose là-bas. Souvent, ils n'évacuent pas. Et quand il y a la prochaine pluie, ça remet encore dans les caniveaux et on rentre dans la situation de départ.
je crois que peut-être ça a été mal réfléchi en cette période pluvieuse, parce qu'il y a eu une semaine où la pluie s'est abattue pratiquement tous les jours. 3 jours successifs comme ça, c'était la pluie et il y a eu des inondations. Des inondations qui ont causé aussi des dégâts non seulement matériels, mais il y a eu des pertes en vies humaines. Et par rapport aux routes, nous voyons en fait, la route est beaucoup plus utilisée comme moyen de transport. Aujourd'hui, on pouvait diversifier. Par exemple, si on reprenait avec le train urbain, ça pourrait, peut-être, les routes n'allaient pas être trop sollicitées et l'amortissement n'allait pas être trop dégradant comme aujourd'hui. Pour aller dans le transport ferroviaire. Ouais. Mais on doit commencer par détruire les constructions anarchiques. On a construit le long des rails. Le pays est vaste. On a construit partout. Ça, c'est encore... Moi, je pense que c'est l'une des solutions. Parce que sous d'autres cieux, je sais que comparaison n'est pas raison, sous d'autres cieux, ils utilisent plus les trains. Les tramways. Les trains urbains, par exemple. S'il n'y a pas moyen de creuser dans les sous-sols, on peut faire des trains aériens, n'est-ce pas? Avec quelle électricité? Travailler avec l'électricité et tout. Et ça va beaucoup désengorger parce qu'aujourd'hui on assiste à des embouteillages monstres. Si vous n'avez pas de carburant, madame... Ce sont pas des embouteillages, c'est des envoûteillages. Je ne comprends plus rien. Et tous les jours, il faut mettre 2 heures pour arriver à son service et 2 heures pour rentrer. Imaginez s'il faut mettre 4 heures par jour. Chaque jour. C'est fatigant sur tous les plans. Les embouteillages aussi est aussi lié à la mauvaise conduite. Pas seulement aussi à l'état mais l'état de route en est vraiment une raison. Le comportement des conducteurs. Oui, ici les conducteurs ont appris à déplacer les voitures, pas à conduire. On ne respecte pas le code de la route. Mais par rapport à l'état des routes. Kinshasa est quasi concentré. Les grands centres, c'est la Gombe. Et toute la ville de Kinshasa converge, en tout cas pour 70%. Le matin, fait le même mouvement. Et le soir, le mouvement inverse. Voilà. Il est important, je crois, qu'au niveau des infrastructures, qu'on pense à cette diversification des voies qui mènent soit à l'aéroport, soit à Kinshasa, partout. Ou soit en construire des nouvelles. Oui, des nouvelles routes pour faciliter ce mouvement. Mais pour revenir sur ce que Oscar disait, les tramways, tout ça, c'est très bien, je crois. Mais je pense que Kinshasa est grand. La RDC n'a pas de problème d'espace. Il y a des solutions qui sont faciles à trouver et peut-être moins chères en construisant des routes secondaires, comme nous avons beaucoup d'espace. Et ça va faciliter la circulation et la mobilité dans la ville et penser aux provinces également. Les routes secondaires surtout. Voilà, routes secondaires. Mais on avait évoqué aussi pour les infrastructures la destruction du marché central. En fait, on n'a pas abordé dans ce reportage, c'est la démolition de... Total. Un marché qui nous a vu naître et grandir. On a commencé par détruire... toutes les constructions autour du marché central. Là, et puis après, c'était les pavillons. Et aujourd'hui, rien n'est fait. Les travaux, presque une année. Depuis, on devrait normalement commencer les travaux au mois d'octobre. Enfin, c'est pour y construire un nouveau marché. Un marché moderne. Il y a une maquette qui... il y a eu une maquette, mais il y a silence radio aujourd'hui du côté de la ville. Peut-être. Tous ceux qui vivaient du marché sont les vendeurs à la rue, le long des avenues. Il y a ceux qui ont été désaffectés. Avec un impact négatif sur leur vie de tous les jours. Il fallait quand même que les autorités qui ont en charge de la mise en place, c'est avec beaucoup de légèreté et pas beaucoup de... Je crois que les autorités doivent faire diligence pour que ce marché-là reprenne. Parce que c'était un lieu des négoces important quand même pour la ville de Kinshasa. Alors pour terminer, nous allons parler culture. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur le plan musical, sur le plan de la culture, sur le plan du tourisme? C'est un résumé que nous propose Mami Ilela Iafa. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo,
a décrété en 2021 un état de siège dans les provinces de Ituri et du Nord Kivu. Pour accompagner et soutenir le FARDC, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a procédé au lancement de la campagne Bendele Ekoyate au studio Maman Ngebi de la RTNC. Cette même année, le gouvernement de la République a procédé à l'allègement des mesures dues à la restriction de la Covid-19. Le couvre-feu est passé de 23h à 5h du matin. Les terrasses, les boîtes de nuit, les bars ont réouvert, mais dans le strict respect des gestes barrières. La première dame de la République, Denise Nyakero Tshisekedi, a honoré la chanteuse Pongolov à titre posthume dans le cadre de son concept Congo au féminin qui vise à récompenser les femmes qui ont marqué l'histoire de notre pays. La rumba congolaise est désormais inscrite comme patrimoine immatériel de l'UNESCO, une candidature inscrite par les deux Congos. Le ministère de la Culture a organisé une matinée pour célébrer le 80 ans d'âge de Petit Pierre, dernier survivant du groupe African Jazz de Kalidjef, parti agrémenter la fin des travaux de la table ronde de Bruxelles en 1960. À l'initiative du ministère du Tourisme, il a été organisé à Kolwezi, dans la province de Lualaba, la première semaine du tourisme en RDC, une façon de révolutionner l'industrie du tourisme dans notre pays. La SOCODA, la Société congolaise de droits d'auteur et droits voisins, a tenu son assemblée générale extraordinaire au cours de laquelle M. Joseph Roger Nyokalongomvula a été élu président du conseil d'administration. Il a été procédé également à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration de la SOCODA. Sur décision de la préfecture de Paris, le concert des musiciens Werason et Koffi Olomide ont été annulés. Ce fut aussi le cas pour les productions de Fabregas et de Félix Oazekwa à Lyon. Après l'annulation du concert de Koffi Olomide de U Arena à Paris La Défense, le chanteur est rentré au pays et s'est rendu en Kamba, Jérusalem, pour communier avec les fidèles kimbanguistes. Entre-temps, dans le procès qu'il opposait au tribunal de Paris avec cette ancienne danseuse, Koffi Olomide a été relaxé pour agression sexuelle, mais condamné avec sursis pour séquestration. Le général des FAO Matumona a reçu le trophée Koundé d'honneur, lui décerné à Ouagadougou pour l'ensemble de sa carrière musicale. Retour au pays de la chanteuse déesse Mukangi après plus de 20 ans d'absence. Cette ancienne chanteuse du groupe Anti-Choc de grand-père Bozi Boziana s'est convertie dans la musique gospel. Toujours en 2021, il a été procédé à l'inauguration du studio d'enregistrement Neema Baiba Djabou, un studio qui vise seulement la promotion de la musique gospel. La sœur Laure Mbongo Lemba, quant à elle, a célébré les 20 ans d'existence de son groupe Lamano Didio. La fête avait eu lieu au Showbuzz. Alors, cette même année a été marquée par l'ouverture à Kinshasa de la chaîne de télévision Maboké sur Canalsat qui vise la promotion du théâtre et du cinéma congolais. En séjour de production à Kinshasa, le chanteur Dadju, le fils de Juna Janana, en a profité pour réaliser une partie du film qui raconte l'histoire de sa vie, intitulé Ima. L'artiste musicien grand-père Bozi Boziana a totalisé en 2021 70 ans d'âge et 50 ans de carrière musicale qui fait la fierté de la rumba congolaise. 38 ans après la disparition de l'artiste musicien Grand Calais, l'hôtel de ville de Kinshasa se propose d'exhumer les restes de l'artiste du cimetière de la Gombe vers celui de la nécropole située dans la commune de Lansele. Jojo Baingi, Joski Kambukuta, Jacob Desvarieux, Charman de Congo-Brazzaville, Maman Tété Djungandeke, Gégé Mangaya, Bopol Masiamina, Bongo Wende, Lebu Kabuya, Kale Tondo, Andy Nyangilelo, Amobe Mevege, Moufankolo Walesa,
Mama Chako, Kadiombo, Shaba, Mwamba Wankena Cardozo, GG Kalonda, Jal Kikita Center. C'est sur une note triste que se boucle cette rubrique culture. Mamie Léla, pendant que tu préparais cette page rétrospective sur la culture, on a appris la mauvaise nouvelle. Quand est-ce que tu as été en contact, ton dernier contact avec Defao? Avec Defao, bien sûr, sa disparition intervient à quelques jours où la rumba congolaise est inscrite comme patrimoine matériel de l'UNESCO. Defao Matumona, c'est l'un d'une fils de cette rumba. De la rumba. Au moment où on s'y attendait le moins, parce que je me rappelle, ma dernière conversation avec Defao, c'était le 10 décembre. Il était à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans une production. J'étais invitée là-bas avec grand-père Benz Bouzibouziana. Et il m'a appelé, il était avec Ekoumani. Ekoumani, c'est le plus congolais des Ivoiriens qui vit là-bas. Il s'appelle Ekoumani, baptisé par papa de son vivant. Et alors, on s'est parlé, il m'a dit, écoute, mamie, je suis là pour de production, mais après Abidjan, je vais aller au Cameroun. Mais n'en parle pas encore, parce que ce n'est pas encore sûr, mais je suis encore ici, après au Cameroun. Mais quand je vais arriver au Cameroun, je vais t'en parler. C'était le 10 décembre, vers pratiquement 20h, que je parlais avec le général Defao, une nouvelle qui nous a bouleversé, on s'y attendait pas. Il est mort dans la solitude, et j'ai appris. Oui, il est parti seul. Je crois, pas bonne année, le temps d'aller voir, mais le corps a cédé. Le corps avait ses exigences. Peut-être qu'il serait venu ici pour négocier Cameroun, peut-être, avec de peut-être, on ne saura pas ce qui allait vraiment se passer. Est-il que Defao, le général Defao, nous a quittés très jeune. C'est un artiste qu'on a découvert dans le groupe Grand Zaïkouawa, côté de Pépé Félix. Il a recruté chez lui à Kisontou, et de là, il est entré dans Shockstar, qui était pratiquement l'explosion de son temps-là. Et après, il est devenu patron, et il s'est fait appeler général jusqu'à ce jour. Il a eu ses 20 ans qu'il a passé à Kenya, Nairobi. À son retour, il a tout récupéré, il a repris ses productions. Et du reste, cette année, il fêtait ses 40 ans de carrière musicale. Wow. La fête a été célébrée dans tout le Congo central avec beaucoup de productions. Il a même reçu des prix cette année. Il y a le Koundé d'honneur décerné à Ouagadougou le 26 novembre pour l'ensemble de sa carrière musicale. Il y a eu aussi une organisation des Né Congo ici à Kinshasa, au Romeo Golf, qui ont remis les prix pour comme légende de Né Congo dans le domaine de la musique. Vraiment, on nous quitte très, très couronné. Très tôt. Et il n'est pas le seul. Il y a aussi cette chanteuse chrétienne, Marie-Chantal Ngalawa Chibasu, qui est connue avec sa très célèbre chanson Kassala, qui du reste c'est la chanson qui nous a accompagnés dans la partie des personnes qui nous ont quittés là. Une chanson, quand il y a deux, ça fait mal. Elle aussi vient de nous quitter. Voilà. Non. Elle est morte aux États-Unis. Merci beaucoup. On attend le retour du général, général qui a été annoncé mort pour plus d'une fois. Et chaque fois, il calmait ses troupes. Il y avait toujours un démenti. Voilà, mais cette fois-ci, il n'y a pas de démenti. Il est réellement parti. Son corps arrive à Kinshasa le 4 janvier. Voilà, mais on pourra noter sur le plan culturel la victoire de l'inscription justement de la rumba. Une victoire totale. L'inscription par les deux Congos a beaucoup joué auprès de l'UNESCO. Ils se sont vus que deux pays voisins qui se mettent ensemble pour les deux capitales les plus rapprochées d'ailleurs. C'était une évidence, ça ne pouvait pas rater, mais comme c'est l'UNESCO. Mais qu'est-ce que nous gagnons dans tout ça? Parce que moi, c'est la question qui me pose aussi. Dans tout ça. Cette reconnaissance, déjà, c'est quelque chose de formidable. Parce qu'en 2016, la rumba cubaine avait déjà été reconnue. Alors, il fallait absolument que la sœur de cette rumba soit aussi reconnue. Alors, pour ça, il fallait cette diplomatie. Oui, je me souviens. De deux pays-là, diplomatie de deux Il y avait vraiment des plaidoyers autour de ça. Il y a eu beaucoup de plaidoyers. Oui, je me souviens. Il y a même le livre du sénateur Momengi qui a beaucoup joué aussi. Il y a eu beaucoup d'événements qui ont joué pour que l'UNESCO puisse tout faire pour inscrire cette rumba comme patrimoine matériel. Et la secrétaire générale de l'UNESCO l'a dit, c'est surtout la candidature faite par les deux Congos qui a beaucoup joué dans cette diplomatie de musique. Merci beaucoup. Il y a ajouté. Oui, Eurydice. Simplement dire parce que parmi aussi ceux qui nous sont quittés, qui ne sont pas de la culture, il y a le cardinal
Monsengo. Et il y a Monseigneur Chibangu qui vient de partir. Monseigneur Daniel Landou. Ah oui. Donc voilà, je voulais quand même... Nous avons perdu beaucoup de gens, mais beaucoup de sommités, beaucoup de personnalités, de cerveaux. Nous en mais parlerons dans notre prochain plateau. Touché, quand j'ai suivi cette page rétrospective sur le plan culturel, ce sont les concerts annulés. Les concerts annulés. Dernière minute. Manque à gagner. L'impact, l'incidence sur la culture congolaise, parce que la musique congolaise n'est plus vendue comme avant. Beaucoup de concerts annulés comme ça. Et nous laissons la place aux autres, Mamie Léna. Pour cette fois-ci, rien ne pouvait nous dire que ces concerts-là être annulés, parce que tout a été respecté. Et ce qu'il fallait faire pour qu'il y ait des productions. Pour Werrason, qui du reste devait partir pratiquement avec un grand nombre d'artistes musiciens, c'était le retour sur scène de la musique congolaise. Kofi Olomide Arena, c'était le concert de sa vie. Tout a été signé très bien, mais en dernière minute, à quelques jours. Pour quelle raison? Pour raison de la Covid ou pour raison de sécurité? Parce que pour des raisons... La préfecture de Paris, pour éviter, a préféré tout annuler. Ok, tout annuler. Eddie. Donc, on a parlé de la culture, on a parlé de la musique, mais il faudrait aussi que de temps en temps, on pense à d'autres cultures aussi. Ça, c'est Mamie Léla qui nous a... C'est notre chroniqueuse maison. Mais je crois que prochainement, on parlera, si l'occasion nous est donnée, d'autres cultures. Il y a le théâtre dont on n'a pas... Il y a beaucoup d'artistes... de théâtre aussi. Qui nous ont quittés. Chaba et tout ce monde-là. Ils sont du... Picadiombo. Et puis, Mamie Léla a fait quand même mention c'était la semaine du tourisme qui a eu lieu là-bas. C'était à Kolwezi, une province touristique, et qui a choisi d'ailleurs de diversifier son économie dans la promotion du tourisme. Et nous avons vu déjà avec des mines, justement. Voilà, et je crois que ça va produire des effets. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Mais Bobette, alors on va fêter où? On va fêter où? Parce que c'est la bonne année. Ça, c'est tout à l'heure, on vous le dira. Inbox. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première partie de rétrospective 2021 consacrée aux rubriques politique, sécurité, sociale, infrastructure et culturelle. Merci de nous avoir suivis. C'était un plateau partagé au nom de l'équipe qui l'a préparé, présidée par le directeur Blaise Bokoka et coordonné par Joseph Oscar Malkaïch. Je vous dis merci et bonne et heureuse année à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt pour le deuxième plateau. Au revoir. Bonne année. J'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. La surface, la frappe, et le but, quel retour exceptionnel